Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo au sujet de la langue arabe où je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement de la langue, l'alphabet et voilà quelques choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Alors déjà, commençons par le commencement. L'arabe est une langue qui se lit de droite à gauche, si vous ne le savez pas déjà, tout comme l'hébreu ou le persan par exemple. Voilà, vous voyez, là, vous avez des enchaînements de lettres qui sont dessinés. Donc, il y a un certain nombre de lettres qui se prononcent assez différemment du français ou de la plupart des langues européennes. Alors, déjà, pour commencer, nous avons le tha qui est ici. Voilà, donc vous voyez que beaucoup de lettres aussi se ressemblent. Vous voyez, vous avez cette espèce de barque, si vous voulez, qui fait la plupart des lettres, en fait. Enfin, en tout cas, une bonne partie. Voilà, vous avez le ba quand vous avez un point en dessous, le ta si vous avez deux points au-dessus, et le tha si vous en avez trois. Voilà, donc c'est assez intéressant. Comment vous pouvez différencier les lettres avec des points. Et il faut savoir que à la base, ces points n'étaient pas nécessairement écrits. Ça a été rajouté par la suite, mais enfin, c'est-à-dire ça a été le fait que ça soit rajouté systématiquement a été ajouté par la suite. Avant, les lettres arabes n'étaient même pas différenciées par ces points, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc vous voyez que par exemple le jim, le ha et le kha qui devrait arriver juste après. Attendez, je change la page. Voilà. Il y a ce point en haut, à l'intérieur, ou donc en dessous selon l'ordre des lettres, ou pas de point du tout, qui permettent de différencier actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc vous avez un certain nombre de lettres qui peuvent poser problème, comme je le disais. Vous avez donc bon, le tha, mais qui existe aussi en anglais dans le mot thorough, par exemple. Voilà, donc le jim se prononce comme le djebel en français, par exemple, et djebel veut dire montagne en arabe. Voilà, donc l'une des lettres les plus compliquées, c'est le ha, comme dans Mohammed, qui est donc le pronom désignant Mahomet ou le prénom Mohamed. Nous avons le kha également, comme la jota espagnole ou le ach en allemand. Nous avons le vel qui correspond au DH en anglais, par exemple dans le mot this, enfin c'est écrit TH mais ça représente ce son-là. Nous avons surtout la principale difficulté, je dirais, des lettres arabes, c'est les lettres dites emphatiques. Donc j'appelle ça les lettres sombres parce que dans d'autres langues on appelle ça comme ça. Voilà. Donc vous avez deux variations différentes de la lettre S, par exemple. Donc vous avez le sin qui se prononce, enfin proche des dents, on va dire, comme dans le mot. On va voir. J'ai l'exemple, mais il faut juste que je vous en trouve pour visualiser. Voilà, par exemple, dans le mot salam, pour la paix, je pensais en l'occurrence à saif, que j'avais vu tout à l'heure, qui veut dire l'épée. Mais à l'inverse, saif, donc avec un S sombre ou emphatique, veut dire l'été. Donc l'épée, c'est saif, mais l'été, pardon, la saison, c'est saif. Voilà, donc je sais pas si vous entendez la différence, mais en tout cas, il y en a un qui a une voyelle claire juste après, donc un A, un A ouvert, et quand c'est un sad, donc cette lettre qui ressemble un peu à un œil égyptien, si vous voulez, cette lettre-ci, eh bien, la voyelle qui suit est beaucoup plus sombre, enfin, elle est beaucoup plus fermée, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, elle sonne différemment. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça très bien, mais voilà. Donc, voilà, la lettre sad, et vous en avez d'autres. Vous avez aussi le dad, le ta et le dha, qui se prononcent donc différemment du sin, du del, du ta et du zaï. Voilà. Donc, une autre difficulté de la langue arabe est la lettre ayn, qui est présente juste ici, comme bah, dans le mot ayn, justement, qui veut dire soit l'œil, soit la source, soit le printemps, selon le contexte. Et à l'inverse, vous avez la même lettre avec un point au-dessus, qui est le rayen, qui ressemble pas mal au R français. Voilà.
Ensuite, voilà, par exemple, une autre lettre qui est difficile, c'est le qaf. Donc, cette lettre-là. Encore une fois, vous avez un K clair, un kaf, et le qaf, qui est donc beaucoup plus sombre. Par exemple, kaf, vous avez le mot kalb, qui veut dire chien, alors que le mot qalb, avec un Q emphatique, enfin un K emphatique, veut dire le cœur. Donc, légère différence entre les deux mots. Voilà. Et vous avez un autre type de H qui est prononcé lui aussi, mais différemment, qui est donc le ha, comme dans hatif, qui veut dire téléphone. Et pour finir, nous avons la hamza, qui est donc enfin, la première lettre entre guillemets. Donc c'est cette espèce de petit dessin qu'en fait vous voyez sur les lettres ou sous les lettres, c'est selon. Voilà, donc ça peut s'installer sur le alif, qui est donc en gros un A, mais en réalité, en début de mot, ça peut représenter un A, un I ou un OU. Euh, C'est-à-dire si la Hamza est en bas, comme dans la deuxième position ici, c'est un I. Si elle est en haut, c'est un A ou un OU. Et à l'inverse, dans certains cas que je ne vais pas détailler ici, vous pouvez avoir la Hamza sur le Waw ou le Ya, donc l'équivalent du W ou du Y si vous voulez. Euh, et voilà, ça dépend en fait enfin, des voyelles courtes avant et après, enfin, ou des voyelles longues parfois. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Voilà. Mais voilà, l'idée c'est que en arabe, la particularité c'est que les voyelles courtes ne sont pas écrites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un mot comme, voyons voir, Euh, nous avons par exemple, voilà, Shams, le soleil. Eh bien, vous voyez que le mot est constitué de 3 lettres seulement. Vous avez un sha, enfin un shin, un mim et un sin. Donc le SH, MS si vous voulez. Mais le A n'est pas écrit. En fait, il peut être écrit sous forme d'un petit accent au-dessus du mot, comme ceci. Voilà. Bon, désolé, c'est censé être un peu incliné, mais c'est un peu difficile à faire avec ce stylo. Voilà, comme ça. En gros, c'est moins incliné que ça, mais vous comprenez l'idée. Voilà, qui s'appelle la fatha, donc ça veut dire l'ouverture. Donc voilà, ça indique que la voyelle est ouverte, si vous voulez. Donc le A, enfin c'est juste pour mémoriser ce que ça veut dire. À l'inverse, vous pouvez avoir une kasra, donc une cassure, littéralement, qui est donc un accent en dessous du mot, qui veut dire que la voyelle courte est un I. Et vous avez la Brahma, donc je sais pas exactement comment expliquer, enfin le rassemblement, la jointure, enfin en gros l'idée que les lèvres sont jointes entre elles, qui évoque le ou. Donc avec ça vous auriez un shums, ou vous pourriez faire shims avec ça, mais bon, c'est pas des mots qui existent, mais voilà, c'est l'idée. À l'inverse, si la voyelle est longue, comme ça peut exister par exemple en allemand ou dans d'autres langues, eh bien, vous pouvez mettre la voyelle, mais donc ça voudra dire qu'elle sera longue, comme par exemple, voilà, dans le mot minchar, ici, qui signifie une scie. Voilà, vous voyez que le i n'est pas indiqué en dessous du m, enfin du mim, mais est bien indiqué après le shin, ici. Voilà. Et à l'inverse, si vous voulez qu'il n'y ait pas de voyelle au-dessus d'une lettre, vous pouvez mettre un petit rond, un peu difficile à faire avec ce stylo, mais vous avez compris, qui s'appelle le sukun. Donc ça rend la lettre silencieuse, entre guillemets, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle dessus. Comme dans minchar, entre le n et enfin, le nun et le shin, il n'y a pas de voyelle courte. Voilà, et pour finir, vous avez un autre petit symbole qui ressemble à ça. Bon, c'est grossièrement indiqué, mais ça s'appelle la shadda, ça vous permet de répéter une lettre plusieurs fois. Euh, Par exemple, si vous mettez l'article défini, donc al, l'équivalent de le ou la en français, vous pouvez, voilà, par exemple, shams, c'est un soleil, enfin, shamsun, ce serait un soleil, mais si vous dites ash-shams, avec un al juste avant, eh bien, ce serait le soleil, pas un soleil.
C'est ce qu'on appelle l'assimilation en arabe, c'est-à-dire que certaines lettres qui sont appelées des lettres solaires, comme par exemple le shin ou on va voir, le n, enfin le nun par exemple, sont des lettres dites solaires, donc elles s'assimilent avec le l, c'est-à-dire qu'on ne dit pas l, on dit par exemple h ou enfin Hashams, H, Ash-Sharia ou etc. An-Nurud pour l'argent, par exemple, avec le N. Et à l'inverse, vous avez d'autres lettres, les lettres dites lunaires, qui ne s'assimilent pas. C'est-à-dire que vous entendez bien al comme article défini. Par exemple, al-Jazar, la carotte. Vous entendez bien le L, c'est al-Jazar. Alors bon, dans certains dialectes, ça peut s'assimiler malgré tout, mais disons en arabe classique, ça ne s'assimile pas. Oui, et donc un autre point important de l'arabe, il y a plein de dialectes en arabe. Il faudrait que je vous trouve une carte. Carte, dialecte arabe. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée, puisque forcément l'arabe est une langue parlée dans beaucoup de pays, une vingtaine je crois. Voilà. Donc vous voyez les différents dialectes, bon ça vous dit pas grand-chose forcément, mais en gros l'idée c'est que vous avez un ensemble de dialectes, donc vous avez déjà les dialectes du Maghreb, où grosso modo il y a pas mal de mots qui viennent du français, et où en particulier au Maroc, qui est le dialecte le plus incompréhensible entre guillemets pour le reste des Arabes, eh bien vous avez beaucoup de voyelles courtes qui sautent, enfin beaucoup de lettres qui sautent, et ça rend le dialecte assez difficile à suivre pour les locuteurs des autres pays, en particulier d'Égypte, d'Arabie Saoudite, du Levant, donc de Syrie, du Liban, etc. À l'inverse, vous avez le dialecte égyptien, donc l'Égypte étant le pays le plus peuplé du monde arabe, le dialecte a beaucoup d'influence. Et sa particularité, c'est que le jim, donc la lettre J, est remplacé par le G, enfin le G, donc ça devient un gim. Et donc au lieu de dire par exemple Jisr pour dire un pont, donc J-S-R, enfin Jim Sin Ra, pour dire un pont, vous diriez Gesr. Euh, ou par exemple Jozor pour dire les îles, ce serait Gozor, etc. Donc vous avez le J qui se transforme en G, enfin en G dur, en gros. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs aussi au Yémen en partie, et me semble-t-il au Soudan. Voilà, donc évidemment c'est pas cantonné à l'Égypte, mais c'est quelque chose qu'on trouve en particulier chez les Égyptiens. Ensuite, vous avez les dialectes du Levant, donc du Liban, de Jordanie, en partie, de la Syrie, de Palestine et des Arabes israéliens, qui prononcent souvent la lettre Qaf, donc le K, enfin le Q, le K sombre, comme un Aleph, comme un Hamza, pardon, enfin c'est-à-dire comme une coupure. Donc par exemple, au lieu de dire al-qalb pour dire le cœur, ils disent al-alb. Et donc c'est assez difficile à suivre, honnêtement, quand on entend des Libanais parler ou des Syriens, parce que on a un peu de, je trouve, quand on n'est pas arabophone, pas mal de difficultés à comprendre quels sont les mots avec des Q dans le, enfin des qaf dans le mot. Voilà. Ensuite, vous avez l'Irak, qui a aussi son dialecte à part. Alors, je crois qu'un certain nombre de mots viennent du persan en irakien. Et surtout, il y a des beaucoup plus grosses bizarreries au niveau des lettres qui changent. Je crois que le qaf se change en tch, parce que c'est une lettre qui existe en persan, si je ne me trompe pas. Et vous avez finalement les dialectes du Golfe, donc bon, ça regroupe un certain nombre de dialectes. Je vais pas mentionner toutes les spécificités, mais grosso modo, le jim a tendance à donner un ya. Donc, par exemple, au lieu de Jisr pour le pont, encore une fois, ce serait plutôt Yesir euh, pour dire le pont. Euh, En gros, voilà, pour résumer, c'est ça les différents dialectes arabes. Et donc, il y a tout un tas de dialectes qui ne sont pas forcément facilement, en tout cas mutuellement, intercompréhensibles. Ça arrive que des arabophones de différents pays très éloignés se parlent en anglais parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Ce qui est assez paradoxal pour une seule et unique langue. Mais bon, dans les nouvelles, en général, c'est l'arabe standard qui est utilisé. Donc, euh,
une sorte de compromis, on va dire ça comme ça, entre les différents dialectes, enfin plus exactement qui ressemblent beaucoup à l'arabe coranique, avec bien sûr des emprunts, des ajouts, des mots qui ont été ajoutés au 19e siècle pour retranscrire les technologies modernes. Par exemple, vous avez le mot qatar, qui veut dire le train, qui voulait littéralement dire une sorte de caravansérail, de suite de chameaux. Voilà. Donc c'est assez imagé, c'est assez intéressant. Par exemple, vous avez le mot hisab également, qui veut dire ordinateur, mais qui veut littéralement dire celui qui compte. Voilà. Et pour finir, l'arabe a un système assez intéressant qui s'appelle la dérivation. Alors, est-ce que je peux vous retrouver ça? Voilà, les formes dérivées du verbe arabe, exactement. Euh, Est-ce qu'il l'explique? Bon, c'est pas très très bien expliqué, mais en gros, l'idée c'est qu'il y a 10 formes dérivées, ou même 14 si vous comptez les formes archaïques, mais qui ne sont jamais utilisées. Voilà, vous avez tout un tas de formes dérivées. En fait, l'arabe, comme l'hébreu d'ailleurs, est une langue sémitique, une langue qui fonctionne donc par racines. C'est-à-dire que vous avez trois lettres. Bon, l'exemple le plus connu, c'est ka, ta, ba, comme ceci, qui veut dire littéralement il a écrit ou il écrivait. Donc c'est du prétérit, donc du passé. Euh, mais en gros, c'est l'infinitif du verbe écrire. C'est-à-dire que la troisième forme du singulier, la troisième personne pardon, du singulier au passé, c'est considéré comme l'infinitif en arabe. Voilà. Eh bien, vous pouvez changer cette racine. En gros, vous pouvez lui ajouter des trucs. Alors, bon, pour Kataba, ça fonctionne pas forcément très bien partout, mais pour vous trouver un meilleur exemple, Alama, euh, c'est donc il a appris, donc l'action d'apprendre soi-même, mais Alama avec deux lames, donc avec comme ça, voilà, et avec une shadda, donc un truc pour redoubler au-dessus, eh bien, ce serait pas le fait d'apprendre soi-même, mais le fait d'enseigner, c'est-à-dire d'apprendre aux autres. Euh, donc bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros vous avez 10 formes. En gros la troisième forme c'est comment dire, c'est le fait de comment dire, c'est quand il y a une réflexivité, enfin c'est-à-dire euh, enfin ça dépend, c'est pas toujours exact, mais euh, bon, là, ils n'ont pas de bons exemples qui puissent le montrer, mais bon, en gros, ça change un petit peu le sens. Voilà. La quatrième est un peu plus facile à comprendre. C'est généralement le fait de faire faire à quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire, ouais, non, c'est un petit peu difficile. En plus, c'est pas la bonne forme qui donne là. Voilà, c'est ça, la forme 5 en réalité. C'est de ça que je parle. Voilà, par exemple, alama, c'est donc, comme je disais, le fait d'apprendre soi-même. Mais vous rajoutez un A à l'avant. A'lama, c'est le fait de faire savoir, donc de faire apprendre, littéralement. Enfin, du coup, c'est pas apprendre, mais en gros, c'est l'idée, c'est faire faire à quelqu'un. Et vous en avez d'autres, bon, ça continue encore et encore. Vous avez par exemple, voilà, bon, je connaissais ça comme la forme 6, mais par exemple, qatala, c'est combattre, alors que taqatala, c'est se combattre, enfin, mutuellement. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, il y a une forme 5, mais là, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, voilà, par exemple la forme 7. Euh, Est-ce que c'est bien ça? Iftaral. Non, c'est pas celle que je cherche. C'est voilà, c'est celle qu'ils appellent la forme 6, qui est généralement appelée la forme 7. C'est en gros une sorte de. Alors, il y a le passif en arabe, par exemple, quand vous avez kataba, c'est donc il a écrit, donc avec deux voyelles courtes a, comme ça. Mais si vous changez les voyelles courtes, eh bien, ça change la grammaire. C'est-à-dire que, voilà, si vous écrivez kuteba, comme ceci, ça donne le passif. C'est-à-dire que là, ce n'est plus il a écrit, c'est il a été écrit. Donc, voilà, ça change la signification.
Et donc, en fait, c'est une sorte de sens passif du verbe, la forme 7. Par exemple, il cite l'exemple de kasara et inkasara. Donc, inkasara, c'est le fait de se casser, euh, c'est-à-dire que l'objet produit une action passive, en gros. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, fajara, c'est... Bon, je sais pas comment expliquer, mais en gros, fajr, c'est l'aube. C'est l'une des 5 prières de la religion islamique. Et par contre, infajara, c'est quelque chose de très différent. Ça veut dire exploser. Enfin, il a explosé. Euh, et donc c'est l'acte de, en gros, de d'émerger de l'intérieur, quoi. Vous voyez l'idée. Et vous avez deux formes qui sont beaucoup plus utilisées, donc la forme 8 et la forme 10, qui s'appellent la forme 7 et la forme, voyons voir. Ah bah ils disent pas. C'est curieux. Bon, enfin en tout cas vous avez la forme, voilà. Et ifta'ala, donc par exemple, ouais, Ishtamara, bon, c'est en fait la forme 8 et la forme 10. Je sais qu'il y a des explications, mais elles sont pas très convaincantes. C'est assez difficile d'expliquer, mais beaucoup de mots en particulier modernes, sont basés sur ces formes-là. Donc vous avez, voilà, par exemple, Khabara, c'est le fait de, enfin, Al-Akhbar, c'est les informations, par exemple. Mais Ikhtibar, donc c'est le masdar, c'est-à-dire le nom formé à partir du verbe. Ikhtibar, c'est le contrôle. Donc il peut y avoir une assez grande différence en fait entre la racine et les formes dérivées, mais c'est assez intéressant comment on peut construire des tonnes de mots avec ce système. Ou à l'inverse, alama, je vous avais dit, c'était apprendre pour soi. Mais istarlama, c'est informer. Par exemple, el istirlam, c'est les informations. Esti- Istirlamat, c'est ce que vous voyez quand vous avez le bureau des informations. Voilà. Bon, c'est assez mal dessiné. Oui, pardon. Comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez former des tonnes de mots en arabe. Voilà. Et donc, l'alphabet arabe est aussi utilisé dans d'autres langues, comme par exemple le persan. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, je vous montre par exemple un exemple en persan. Voilà, par exemple, Chetor-i. Chetor-i, c'est comment vas-tu en persan. Et vous voyez que, donc si vous êtes arabophone, vous voyez qu'il y a une lettre qui n'existe pas en arabe, qui est donc ce ha avec 3 points en dessous. En fait, c'est assez intéressant. Les autres langues qui utilisent l'arabe ont dérivé de l'alphabet arabe d'autres lettres pour exprimer les sons qui n'existent pas en arabe. Donc ils ont rajouté des points en dessous en général ou au-dessus pour décrire des sons qui n'existent pas en arabe, comme par exemple le tcha. Voilà. Et ça se prononce chetor-i et non pas chetor-i, puisque les lettres emphatiques ne sont pas rendues en persan. Et donc en général, quand vous voyez des lettres emphatiques, donc des lettres qui ressemblent à des yeux phéniciens, je sais pas comment des yeux égyptiens, je sais pas comment vous expliquer ça différemment, eh bien, en général, c'est dans les mots d'origine arabe que vous les retrouvez. Simplement, elles ne sont pas prononcées comme en arabe. Voilà. Et un exemple encore plus extrême de ça, c'est en hébreu. Donc, si je vous trouve de l'hébreu, voyons voir. Ici, vous avez, est-ce qu'on voit? Ouais, c'est bon. Vous avez Shana Tova. Voilà, donc ça se prononce un peu, actuellement en tout cas à l'occidental, puisque bon, les populations qui habitent actuellement l'État d'Israël venaient souvent de France, d'Allemagne et de d'autres pays arabes, mais donc ça a joué sur la prononciation de l'hébreu moderne. Mais la lettre qui est indiquée ici, c'est un tav en arabe, pardon, en hébreu, mais c'est l'équivalent du ta en arabe. C'est l'équivalent de cette lettre-ci. Simplement, elle n'est pas prononcée de manière emphatique en hébreu moderne. À l'époque, c'était prononcé de manière emphatique, mais ce n'est plus le cas actuellement. Donc ça se prononce Shana Tova. Et cette lettre-là, d'ailleurs, c'est un bet ou vet en hébreu, qui est l'équivalent du ba en arabe, de cette lettre-ci. Voilà. Mais bon, il y a un phénomène qui s'appelle la gémination, je crois, en hébreu, qui rend la langue assez
compliqué par rapport à l'arabe, je trouve, parfois, pour arriver à comprendre comment prononcer. C'est-à-dire que la lettre, dans certains contextes, se transforme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être prononcée Taba, comme ce serait prononcé en arabe, ce serait l'équivalent de Tayyeba, qui veut dire bon, Tayyeba, comme ça. Ce serait l'équivalent du mot hébreu d'en bas. Voilà. Eh bien, c'est prononcé Tova, avec un V et non pas un B. Alors en arabe, vous pouvez aussi indiquer le V en faisant un F avec 3 points au-dessus, mais c'est pas une langue native à l'arabe. Par contre, en hébreu, en général, le B est prononcé comme ça. Il faut mettre un point à l'intérieur pour qui s'appelle, je crois, un dagesh, qui veut dire que la lettre est prononcée dans sa manière originale, entre guillemets, c'est-à-dire pas avec cette gémination qui change la lettre. Voilà, donc vous avez ça avec plein de lettres, par exemple le kaf s'écrit quelque chose comme ça en hébreu, et donc en général c'est prononcé kha et pas ka. Voilà, donc j'espère vous avoir donné un petit aperçu de l'arabe, de vous avoir permis de comparer avec d'autres langues proches. Alors bon, l'hébreu à cause des racines et à cause de la structure de la langue, donc du vocabulaire. Le persan, la similarité n'est pas du tout au niveau de la langue. Le persan est une langue indo-européenne, mais la similarité est plutôt au niveau de l'alphabet et de comment est-ce qu'elle est utilisée, comme en ourdou par exemple, la langue du Pakistan. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, à la prochaine, passez une bonne journée, salut!